Ah ben, un petit peu. Ah ben. Hein? Ouais, ouais, il est beau. Il est beau, le petit chat. Hein? Il est beau. Il est beau, le chat. Hein? Il est beau, le petit chat. Je suis bien fatigué. Pourtant, je surveille ma glycémie. Je suis même... Bon, ok. Ça, ici. Deux mois que je suis parfaitement sur les nerfs, complètement stressée. Diane Vermette est âgée de 76 ans. Ça fait 25 ans qu'elle habite dans le même 5,5 à Trois-Rivières. Récemment, des acheteurs qui seraient de Montréal lui auraient demandé de quitter ce qu'elle appelle son havre de paix. Il m'a expliqué de long en large combien il y aurait des travaux à faire et à quel point ce serait dérangeant pour moi. J'ai expliqué que non, de toute façon, je ne pars pas. Diane soutient que ses voisins se seraient fait offrir jusqu'à 5 000 $ pour les inciter à partir. Ça peut être bien tentant, sauf qu'une fois que tu vas être sorti de là, c'était fait, là, parce que les loyers de ce temps-là, sky is the limit, là. De son côté, elle craint de subir des moyens de pression malgré son refus. Moi, ça fait 25 ans que j'habite ce logement-là, donc mon loyer est vraiment pas cher comparé à tout ce qu'il y a autour, là. Si je partais, je peux pas me reloger ailleurs, j'ai un grand 5,5. Avec le stationnement au centre-ville. Comme j'ai travaillé toute ma vie dans le communautaire, j'ai pas un gros revenu, j'ai pas une retraite dorée. Donc, j'ai pas les moyens de déménager. J'ai fait des recherches pour savoir c'est quoi le loyer médian pour 2 chambres à coucher. C'est 835, je pense. Puis moi, c'est clair que je paye en bas de ça, là. Madame Vermette est loin d'être la seule dans ce type de situation. Ça sonne sans cesse. On a, je vous dirais, une quinzaine d'appels par jour. C'est des femmes qui pleurent au téléphone, qui vivent énormément d'anxiété. Chez Infologie Mauricie, plus de 60% des appels reçus sont des femmes. Environ la moitié représentent des aînés. Les aînés sont plus vulnérables parce qu'elles sont en place depuis longtemps. Elles se sentent fragiles dans le sens que entreprendre des démarches pour défendre leurs droits, c'est compliqué. Parfois, elles n'ont plus de proches pour les aider. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, Infologie Mauricie tient à sensibiliser et informer les citoyennes sur leurs droits. OK, oui, il y a de l'attente pour l'instant, mais on va les recontacter, c'est sûr. Même si ça prend une semaine, on va les soutenir, on va leur dire leurs droits. Puis c'est pas juste un toit, hein, c'est au-delà de ça. C'est le quartier où on vit, c'est les amis, nos habitudes. Eliane Pilote, TVA Nouvelles à Trois-Rivières. Okay.
connaît la tarification dynamique pour l'achat de billets de spectacle et pour Uber, par exemple, s'il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas assez d'autos disponibles, ça coûte plus cher prendre un Uber. Même chose pour les billets de spectacle, le prix varie selon l'offre, la demande, le temps de la journée, le trafic web, etc. Est-ce que les épiceries vont adopter aussi la tarification dynamique? On en parle avec Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires de l'Université de Dalhousie. Est-ce que ce serait une bonne idée, Sylvain? Non. Non. Mais Richard, ça s'en vient. Ça s'en vient, absolument. Oui. Oh, c'est vraiment, vraiment un angle de mort pour l'industrie. Là. Je suis pas certain qu'ils savent à quel point ça peut être un problème de discrimination, finalement, parce que on va utiliser ton algorithme, mon algorithme pour fixer les prix. Admettons, toi, tu achètes plus 2 que moi. Mais tu pourras avoir un spécial, tandis que moi, quand j'arrive à l'épicerie, puisque j'achète une douzaine au mois, je vais avoir un moins bon prix. Je suis pas certain que les Québécois sont prêts à accepter ça. Stéphanie, la tarification dynamique, là, dans le fond, c'est de prendre toutes sortes de données pour mieux comprendre le marché en temps réel, et de fixer les prix tout dépendant de ce qui se passe avec les inventaires, tout dépendant de ce qui se passe avec la demande. Alors, comme avec les billets d'avion, comme avec les hôtels, on pense un peu de faire la même chose avec l'épicerie, mais avec l'épicerie, là, les enjeux sont pas mal plus élevés. On parle de sécurité alimentaire. Mais mettons, il y a une grosse vedette, Leonardo DiCaprio, il se fait filmer en train de manger les honeycombs. Puis là, c'est la folie des honeycombs parce que Leonardo DiCaprio a mangé. Là, le prix des honeycombs va s'élever soudainement là, dans l'heure. Ben, c'est comme le fromage cottage. Savais-tu qu'il y a une folie? Pour ce qui est du fromage cottage, actuellement, au Québec, il y a beaucoup de monde qui se garoche sur le fromage cottage. Le fromage cottage pourrait être plus cher en raison de ça, mais là, on parle de fromage cottage, la gestion de l'offre, les quotas laitiers, tout ça. On a la gestion là pour stabiliser les prix. T'imagines-tu, Richard, si tout d'un coup, puisque les gens voient sur TikTok du fromage cottage, ils vont à l'épicerie puis ils vont payer, je sais pas, moi, pour un petit casseau, 20$ parce que ça donne que quelqu'un, quelque part sur TikTok, a décidé le fromage cottage, c'est le fun. Mais Sylvain, j'imagine aussi que selon la période de l'année, peut-être les prix vont varier aussi. C'est comme là, exemple, le mois de mars, tout ce qui est sirop d'érable et tout ça, sûrement que ces produits-là pourraient augmenter. Ou tu sais, l'été, ben là, on mange plus de crème glacée, fait que là, la crème glacée va être plus chère. J'imagine que ça peut pourrait avoir un impact aussi. Ben, en fait, tu soulèves un bon point parce que c'est pas tous les produits alimentaires qui sont égaux. Hein, parce que, tu sais, quand on parle de sirop d'érable, on s'entend que c'est comme un produit de luxe, là, disons. Là. Mais quand on parle de, mettons, café, du lait, du sucre, la farine, quand on parle de... Tu sais, des fois, il y a des ruptures de stock, puis tout d'un coup, puisqu'il manque de stock, puisque l'épicier a mal planifié son affaire, on pourrait augmenter les prix puis pénaliser un consommateur qui a besoin de sucre pour faire, je sais pas moi, faire des choses à la maison, de la farine ou du lait ou des choses comme ça. C'est pour ça que là, le Manitoba enquête là-dessus. Ça a été la première province à le faire. Puis j'ai pas été surpris d'entendre que Québec solidaire encourage le bureau de la protection du consommateur de faire la même chose. Parce que c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment un danger. Mettons dans les circulaires, tu sais, PO à son émission, c'est le combat des circulaires le mercredi. Là. Dans les circulaires, ils disent les fraises sont pas chères. Là, les gens se ruent sur les fraises. Là, la demande augmente. Là, ils vont augmenter le prix des fraises. Ça va jouer de même tout le temps. Exactement. Mais écoute, je pourrais aller encore plus loin que ça. Admettons, tu arrives à l'épicerie, tu achètes tes fraises, tu vois les fraises, tu les ramasses. Il est possible, avec une dynamique de prix archi compétitive, archi efficace, que au moment où ce que tu prends le cassé jusqu'au moment que tu arrives à la caisse, tu vas avoir un différent prix. C'est fou. Mais en même temps, comment c'est possible avec la loi là, des prix? L'exactitude de prix, ben oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que la loi, en raison de ça, va devoir s'adapter parce que, dans le fond, là, il y en a de la dynamique de prix déjà en amont de la chaîne. Les fournisseurs vont justement utiliser la dynamique de prix pour ce qui est des prix avec les épiciers. Mais là, on parle vraiment d'une interaction avec le consommateur. Moi, je l'ai dit au mois de décembre, le sujet de l'année en 2026, ça va être l'IA au détail dans les épiceries. Si là, on commence à en entendre parler maintenant,
Puis là, on va se poser des questions. Est-ce que, justement, on va trop loin? Aux États-Unis, en novembre, ils ont fait un test. Ils ont mis 20 personnes dans une même salle. On leur a demandé de commander les mêmes produits alimentaires en même temps du même détaillant et les 20 ont obtenu des prix différents. C'est fou, Red. On peut lire ton texte que tu as écrit là-dessus, ta chronique dans La Presse. Merci beaucoup, Sylvain. Charles Lebois. Salut, bonne journée. Salut. In life, some things are... Un nouveau gameplay inédit de GTA 6 a leak, la scène ressemble à des versions antérieures en dev du jeu, montrant des nouveaux détails de la ville de Vice City, et petit rebondissement de la part de Rockstar directement après le leak des Title ID dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu le plus leak de tous les temps. Non mais c'est une dinguerie quand même, faut le dire. Et oui, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle fuite de GTA 6 qui, si elle est vraie, montre un aperçu de Vice City dans l'état de Leonida pendant son développement, ou alors l'un des fakes les plus réalistes de tous les temps. Même Kotaku a partagé ce leak inédit de GTA 6, et c'est pas tout ce qui a fuité cette semaine, hein. On va revenir aussi sur les Title IDs, puisqu'il y a eu un rebondissement. Rockstar Games a réagi aux précommandes de GTA 6, qui ont apparemment commencé après la découverte il y a quelques jours des identifiants de titres PlayStation pour le jeu. Alors est-ce que vous êtes chaud pour découvrir tous ces nouveaux détails sur GTA 6 ? Ouais. Le mec s'ambiance seul. Vraiment que je parle à des gens, moi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique tout ça. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui s'abonnent. Objectif, 8000 abonnés. Quoi ? Ah mais vous êtes déjà 21 000 ? Ah ben non, ok. Autant pour moi. Bah c'est bon, on peut commencer la vidéo. Donc comme je l'ai déjà dit il y a quelques jours, pour vous récapituler, des identifiants de titres PlayStation ont été trouvés pour GTA 6. Je vous invite à regarder ma vidéo complète sur le sujet, elle vous donnera toutes les infos, vous l'aurez en fiche et en bas de description. Là je vais vous la faire courte. En gros, les identifiants de titres, les Title IDs, c'est en gros ce qui relie la page du store PlayStation au vrai jeu. Et c'est cet identifiant de titre qui permettrait à Rockstar d'autoriser la précommande du jeu. Ça permettrait aussi d'upload le jeu sur le store, ça te permettrait à toi de le télécharger, ça inclut la fiche du jeu, les éditions, etc. C'est une explication vraiment simplifiée, mais en gros, ça nous mettait sur la bonne voie, c'était un signe plutôt positif qu'on pourrait bientôt précommander le jeu. Ça confirmait aussi un peu ce qu'on avait entendu du PDG de Take-Two, Strozelnik, qui disait que la promo pour la sortie estivale allait bientôt commencer. Du coup, tout le monde s'est mis en mode trop cool, quand c'est qu'on aura des nouvelles de Rockstar, quand c'est qu'on va précommander le jeu. C'est un autre signe positif qui indique qu'il ne devrait pas y avoir d'autres retards, que le jeu sortira bel et bien le 19 novembre 2026. Mais il y a juste un jour ou deux, Rockstar a répondu, les identifiants de titres pour GTA 6 ont été retirés de la liste PlayStation sur ordre de Rockstar. Voilà. Bonne journée. Ça veut dire que tous ceux qui avaient soi-disant joué au jeu ne l'ont plus, je reviens sur ça juste après. Juste pour préciser, ça n'a aucun impact, ça ne veut rien dire concernant un report, la campagne marketing et compagnie. On en reparlera juste après aussi. Je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, mais au cas où vous vous demandez pourquoi ces identifiants ont pu être retirés, c'est parce qu'il y a eu quelques bugs et glitches ces derniers jours. Des joueurs PS5 ont réussi à glitcher GTA 6 sur leur console. Bon, évidemment, t'avais pas vraiment le jeu, mais ça s'affichait sur ton profil, ça montrait que tu jouais à GTA 6. Tu pouvais même et faire croire que tu avais joué quelques heures, et Rockstar a pas trop kiffé. Au final c'est pas bien méchant, mais ça peut un petit peu semer la confusion, ça peut aussi créer beaucoup de négatifs à travers des fakes, on sait tous que ça va être un truc récurrent. Du coup ils ont carrément supprimé les identifiants de jeu, en enlevant ces identifiants tu ne peux plus utiliser ce glitch pour avoir soi-disant GTA 6 sur ta console. C'est vraiment intéressant de voir que Rockstar Games suit de près ce genre de choses. On dirait qu'ils surveillent tout ce qui se dit sur GTA 6 en ligne, sur les réseaux sociaux, les forums et les sites internet en général. Évidemment, beaucoup de gens en ont parlé parce que c'est GTA 6, mais c'est juste marrant que Rockstar ait capté ça. Je les imagine en réunion. Bon, point suivant, les Title IDs font apparaître les parties jouées dans les profils PlayStation. Réponse du boss, ok, ça j'aime pas. Et comme dit un peu avant, ça veut pas dire que le jeu va être retardé, au contraire peut-être même que ça va arriver plus tôt que prévu, et Rockstar a fait retirer ça parce qu'ils veulent faire les annonces officielles eux-mêmes, donc pas de panique pour l'instant, y a rien qui change, au contraire je pense plutôt que ça va s'accélérer. Le fait que Rockstar soit au courant de ce bug sur PlayStation, les IDs des titres, qu'ils ont tout fait supprimer, tout ça veut dire qu'on est probablement pas loin d'une annonce officielle de leur part, en tout cas on sera là pour le découvrir assez vite, en attendant d'autres leaks plus importants que les Title IDs cette fois nous attendent. Après plusieurs semaines sans aucune news sur GTA 6, on a enfin une info fiable. Cette fois, un nouveau gameplay a été partagé par rien de moins que
Kotaku. Pour ceux qui connaissent pas Kotaku, c'est un média gaming assez important et très réputé. En tout cas, dans le monde du jeu vidéo, ils sont assez connus pour leur journalisme bien fondé et grâce notamment aux journalistes comme Jason Schreier, qui désormais, lui, travaille chez Bloomberg. Concernant le leak, ça vient d'un compte Instagram appelé Vice City Alligator, qui n'a que 3 posts, 0 abonnement, avec une description ultra simple sur son profil. La description de ces 3 posts dit seulement nouveau leak GTA 6 2026. C'est en gros le même leak, juste avec des cadrages différents. D'après la description du post, il révèle que cette vidéo était gardée sur son téléphone depuis plus de 4 ans, qu'elle aurait été obtenue par une capture de fenêtre faite directement par un développeur qui travaillait à ce moment-là chez Rockstar. Voilà ce que dit la description exactement, je vous la traduis. Je vidais mon téléphone, j'ai trouvé ces images qui datent de plus de 4 ans, filmé depuis un setup de développeur pendant le confinement. Je connaissais un gars qui bossait chez Rockstar, il m'a envoyé ça environ 2 mois avant les leaks de 2022. Je les ai gardés longtemps, mais comme il bosse plus là-bas, je me suis dit, je vais publier. Franchement, il n'y a rien à voir. Je lui avais juste demandé de me montrer un truc dont il était fier. La qualité est vraiment naze parce qu'ils me l'ont envoyé par mail, donc il a dû la compresser. J'aurais jamais pensé que j'allais le poster tellement c'est pourri. Je réponds à aucun message, je me reconnecterai plus jamais à ce compte, donc pas la peine de poser des questions. Voilà ce qu'on a en gros. Donc l'auteur de la publication explique que la personne qui a enregistré la vidéo ne bosse plus chez Rockstar, que cette vidéo aurait été partagée par fierté de son boulot, tu vois. Il a partagé avec ses potes pour montrer son taf, et comme cette personne ne bosse plus là-bas, il s'est pas trop inquiété pour balancer la vidéo. Mais on connaît, attention aux clauses de confidentialité frérot. Je serais toi, je ferai un petit peu gaffe quand même. Après, il cite personne. Donc pas trop d'inquiétude pour l'auteur, et on n'a pas la preuve que ce leak est vrai, mais je vais quand même le censurer pour ma part sur cette vidéo, si vous voulez bien, hein, je tiens un minimum à ma chaîne. Il dit aussi avoir vu cette vidéo quelques semaines avant le gros leak de 2022, pourtant ces images n'ont jamais été trouvées sur le net jusqu'à maintenant, elles font pas partie des gros leaks de 2022, donc elles seraient bien restées sur son téléphone pendant plus de 4 ans, et viennent juste d'être partagées. Le gameplay montre un des ponts du jeu qui relie apparemment des îles à Vice City. On peut aussi voir un des camions du jeu qui est en fait le même camion qu'on trouve dans GTA V de la marque Peace Weather, la bière du jeu. Et il y a aussi ce genre de texte debug qu'on avait vu dans les autres leaks de 2022. En arrière-plan, on aperçoit l'horizon immense de Vice City avec ce qui ressemble à un de ces grands ponts qui mènent à la région des Keys. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ce gameplay est réel ? Pour l'instant, pas encore. Dire que l'enregistrement de cette vidéo est à 100% sûr, c'est évidemment pas possible, même si elle a vraiment l'air legit. Faut pas oublier que d'autres gameplays qui semblaient vrais ont tourné sur le net, et c'était que du fake. Et en plus, avec toutes les IA génératives aujourd'hui compliquées de savoir, les mecs réussissent à copier et collent à l'esthétique des leaks de 2022, sans que ça ait l'air trop exagéré, tu vois. C'est pas comme ceux qui créent un truc sur Unreal Engine, avec des graphismes ultra poussés pour dire que c'est GTA 6. Et ce qui est vraiment étrange avec ce leak, c'est que en plus d'être partagé par Kotaku, un site quand même hyper fiable et qui balance rarement ce genre de rumeurs et ne partage pas de fake en général. Ce qu'on voit dans ces images, c'est le même endroit qu'on voit à la fin du trailer 2. Du coup les gars, soit quelqu'un a réussi à reproduire ça dans un autre moteur du jeu ou même en utilisant des trucs de montage vidéo, soit c'est vraiment le même endroit et une vraie image du jeu, mais en version beaucoup moins avancée comme dans les leaks de l'époque. La taille du pont est la même et tous les détails autour aussi, ce qui augmente encore plus les chances que ce soit un vrai leak. Du coup le gars qui a posté ça a un peu raison. En vrai c'est pas grand chose, mais ça nous montre quand même plus d'images sur GTA 6 de son développement, surtout ce qui ressemble à un quartier assez urbain de Vice City, un pont, voire même un bateau qui passe dessous et tout. Si t'as regardé les leaks de 2022, c'est très similaire à ce que tu pouvais voir niveau graphisme, texte debug, etc. Alors, est-ce que c'est réel ou c'est juste un joli fake? On a une analyse d'un des insiders les plus connus sur GTA, c'est Testu. Sur le forum GTA, il dit que cette version suggère bien que ça a été capturé entre juin et juillet 2022, d'après les leaks de 2022, et le développeur est en 1152p avec une carte graphique RTX 3080. Si c'est vrai et qu'on peut déduire ça à partir de la vidéo, Rockstar pourrait réussir à identifier le développeur assez facilement. Donc d'après ce qu'on voit dans les infos des bugs en bas du leak, ça semble bien correspondre aux plus de 90 clips qui sont sortis dans les leaks de 2022. Ça correspond aussi à la même résolution à laquelle les développeurs jouent avec la même carte graphique, donc c'est un signe que ça pourrait être vrai. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on le saura pas. D'autres disent que le mouvement de caméra est chelou dans les vidéos direct de Rockstar, des leaks de Rockstar, c'était fluide, mais là non, honnêtement, je sais pas. On va prendre 2 secondes de recul, on parle de GTA 6, un jeu qui a déjà connu la plus grosse fuite de l'histoire du jeu vidéo en septembre 2022, plus de 80 vidéos de développement balancées d'un coup, du jamais vu, et depuis, chaque pixel devient une enquête collective, mais faut garder un truc en tête,
Un leak, c'est pas une version finale. Un build de développement, c'est comme un chantier. Les textures sont temporaires, les animations peuvent être brutes. Donc oui, ce nouveau gameplay peut être réel. Oui, ça peut être un fake extrêmement bien fait. Oui, Rockstar, on le voit, surveille sûrement tout ça, comme avec les title IDs, mais la seule chose solide, véritable et concrète, c'est ce que Rockstar va publier officiellement. Et honnêtement, le simple fait qu'on débatte d'un pont flou compressé depuis 4 ans montre à quel point GTA 6 est déjà un phénomène avant sa sortie. Alors est-ce que vous pensez que c'est un vrai extrait de GTA 6 ? Est-ce que vous pensez que c'est fake ? Et si c'est fake, est-ce que vous trouvez que c'est bien fait ? Ce qui est sûr, c'est que Rockstar ne lâche rien. Le retrait des title ID sur le PS Store montre qu'ils sont bel et bien présents. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Avant la fin de la vidéo, ne pars pas sans le like, c'est la récompense. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Une magnifique playlist GTA 6 t'attend en description si t'en veux encore plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de GTA. D'ici là, portez-vous bien, bande de BG. Bye. Mon petit pit. Oui, mon gars. Petit pit de petit pit. Hein? Ok, mon gars. Allez. Bon, ça c'est cool. Vol au... Plate. Let's go. Last night, Jack Jeezy said, Quan, make Indian thali plate, bro. And I said, I'll make it tomorrow. Hey, let's start this off. Gulab Jamun. So I got my wife making the Gulab Jamun. We got half a cup of white sugar here, 1 cup of sugar, 4 cardamom. Let this up for about 30 minutes. Let's go with our batter. We got 1 cup of milk powder, 2 tablespoons of flour, 1 teaspoon of baking powder, 1 cracked egg, no shells please, 4 tablespoons of ghee. Mix well. My wife rolled it into nice balls. Fry for about 4 or 5 minutes. Go. Serve nice and done. Throw it into our simple syrup. Paneer curry. Let's go. Oil, bay leaf, black cardamom, some cloves, green chili, tablespoon of garlic, 3 slices of ginger, 1 red tomato, 2 Roma tomatoes, handful of cashews, teaspoon of salt. On this side, 3 tablespoons of oil, teaspoon of cumin, handful of red onion, teaspoon of turmeric, teaspoon of coriander, teaspoon of cashmere chili. Fry this in. For my first pan, into the Vitamix, liquefy. More than perfect. Back to my second pan, paneer in. Once I got that nice and caked up, just a bit of water, then into our curry base. Coriander. This is called methi, not meth. Methi. A bit of half and half. Last touch. Seasoning for your liking. That's it. Let's go. Mung bean dal. 3 tablespoons oil, 3 tablespoons of garlic, 3 green chilies, 1 big handful of red onions, tablespoon of cashmere chili, tablespoon of coriander, teaspoon of turmeric. Let's go. 3 tomatoes, tablespoon of garam masala, tablespoon of salt. Cook in for 20 minutes. On a saucepan, 3 tablespoons, teaspoon of cumin seed, tablespoon of garlic, 2 green chilies, handful of red onions, few sprigs of curry leaf, cashmere chili, teaspoon. For this as well, I have a dollop of ghee. Then we'll caramelize this in. Heading back to our first pot, we got mung bean here. Let's go. Into a blender it goes. A little water, liquefy. A bit chunky, which I do like, and get that beautiful garlic, onion oil right onto it. Salt for your liking in the end. That's it. All right, next up, it's gonna be
I believe it's called China. So, ghee on both sides. One is gonna be potato, one of the other one's gonna be chickpeas, onions, ginger slice, turmeric, garam masala, coriander, cumin seed, garlic, green chili, and tomato. Cook it for about 20 minutes. One side gets chickpeas, the other side potato. Last thing on my menu, vegetable biryani. Red onion, let's go. 1 black cardamom, 4, 5, 6 green cardamom, 4 chilies, 1 cinnamon, tablespoon of garam masala, teaspoon of turmeric, a dollop of ghee, fry it. Bag of veggies, I got some cashews, go in with some soap basmati, then I got some water to the mix, then we cover and cook for 25 minutes. My wife's gulab jamun, the simple syrup right on top. Next up is our chickpea chana, cilantro. Next up is our potato, cilantro, vegetable biryani. Close up. How did I do? Rice quality check. It's beautiful. Let's place on the sides. Let's go in with the paneer. Got some nice roti. I think this is called roti. What do you guys call this? Lentil dal. More roti. Cover the rice. Final touch. Perfect. And this is my Indian thali plate. Man, hopefully I said that right. I've been cooking all this and calling it the wrong name all the time. I apologize, right? Man, it's beautiful. If you're a vegetarian, connect with my Indian brothers and sisters, right? No disrespect or anything. Gotta protect my hand, right? Protect my hand from what? Turmeric. So the turmeric will stay in my hand for like weeks or maybe even months. So let's do this. So baby Katie in the back, yes, here. She's just getting fed right now. But let's go, everybody. So, man, if you guys are vegan, vegetarian, you're gonna love this, all right? You're gonna really love this. Okay, where should we go? This is where I'm gonna go. I'm gonna do this. Pioneer first, okay? The gravy first. Look at this. Oh man, bite on this. Quick time. It's got a nice soup on this. I know it's gonna be good because I tasted it. Soup on this. If it ain't spicy, I don't want it. Alright. Indian food has to have like a high spice level to it to be really good. That's just my opinion. Alright. Can't eat spicy, can't eat spicy. Alright. A bite of the paneer. So it's just Indian cheese. You can say it's like a mozzarella. Découvrez la Honda Civic Hybrid 2026. La rencontre entre puissance et... et aucune issue en vue au Moyen-Orient. Nos envoyés spéciaux sont dans la région et bien sûr au Liban. Israël a ordonné l'évacuation immédiate de tous les habitants de la banlieue sud de Beyrouth. La panique s'est emparée de la population qui tente de fuir à pied ou en voiture. Emmanuel Macron a annoncé ce soir une aide humanitaire rapide. Marine Brossard avec nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre et Philippe de Poulpiquet. Des centaines de milliers de Libanais fuient Beyrouth. À la hâte, des familles entières emportent le minimum nécessaire dans quelques sacs à dos. Au milieu de ces embouteillages monstres, notre équipe assiste à un exode massif. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On fuit et on s'en remet à Dieu. Quelques minutes plus tôt, Israël prévenait. Message urgent aux habitants du quartier de Daïé à Beyrouth. Sauvez-vous et évacuez immédiatement vos domiciles. Tout déplacement vers le sud est interdit.
Tout déplacement vers le sud peut mettre votre vie en danger. Alors qu'auparavant, les ordres d'évacuation israéliens se limitaient à un bâtiment dans un périmètre restreint, pour la première fois, c'est toute la banlieue sud de Beyrouth en rouge sur cette carte qui est visée. Fief du Hezbollah, dans lequel vivent 700 000 Libanais, appelés à fuir vers l'est du pays. On est pris dans un engrenage qui ne nous concerne pas. Des gens ont été déplacés et se retrouvent à la rue, c'est inadmissible. Ils nous attaqueront où que nous allions. Alors on s'en remet à Dieu et on quitte la zone, c'est tout. Cet après-midi, le président libanais Joseph Aoun appelle Emmanuel Macron à l'aide afin de prévenir des attaques contre la banlieue sud de Beyrouth suite aux menaces proférées à l'encontre des habitants. L'État hébreu de son côté dit vouloir éliminer les alliés de l'Iran méthodiquement. Sur ces images qu'elle diffuse, Tsahal explique avoir neutralisé des centres de commandement du Hezbollah à Beyrouth. Sur ces autres images, lors d'un raid maritime à Tripoli, c'est selon eux un commandant du Hamas qui a été tué. Plus au sud, l'armée israélienne poursuit son offensive. Elle est présente à la frontière dans cette zone en rouge. Toute la population présente dans la partie jaune a été appelée à évacuer. Tsahal diffuse ces images pour montrer sa progression terrestre. L'État hébreu a prévenu, son offensive au Liban ne s'arrêtera que si le Hezbollah dépose les armes. Retrouvons tout de suite en duplex notre envoyé spécial à Beyrouth, Esther Lefebvre, qui est témoin depuis tout à l'heure du climat de peur et même de terreur qui règne dans la capitale libanaise. Il y a quelques heures encore, sur cet axe, il y avait des embouteillages monstres. Mais vous le voyez autour de nous, les rues se sont maintenant vidées, les habitants se terrent chez eux, y compris ici, pourtant à l'extérieur de la zone qu'Israël entend bombarder. Alors, ces habitants, on comprend ce soir, sont évidemment très inquiets, dans l'expectative. Nul ne sait quand ces frappes vont avoir lieu. Est-ce que ce sera dans quelques minutes, dans quelques heures? Des habitants qui en sont tous persuadés, ces frappes seront massives et une partie de la capitale pourrait être rayée de la carte. Merci beaucoup Esther. Il y a moins d'une heure, Emmanuel Macron a répondu au président libanais qui lui demandait instamment d'intervenir auprès d'Israël pour stopper les bombardements et parvenir à un cessez-le-feu. Réponse par tweet du chef de l'État, vous la découvrez. Pour le Liban, nous devons agir. Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre. Fin de citation. Bonsoir Léonard Attal. Concrètement, que va faire la France? Vous êtes en direct de l'Élysée. Nous devons agir, ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce soir en réponse au président libanais. Agir en déployant des moyens humanitaires et des moyens militaires dans le pays. La France va mettre à disposition des autorités libanaises des véhicules blindés dans les prochaines heures, ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique pour les aider à reprendre les positions du Hezbollah dans le pays. Face au déplacement de dizaines de milliers de civils ces dernières heures, là aussi Emmanuel Macron annonce l'envoi d'une aide humanitaire, plusieurs tonnes de médicaments et des solutions d'abri, écrit le chef de l'État, qui serait déjà en chemin. Alors que la panique s'empare de Beyrouth ces dernières heures, Emmanuel Macron lance aussi un appel solennel à destination de Benyamin Netanyahou. Dans ce moment de grand danger, je demande au Premier ministre israélien de ne pas étendre la guerre au Liban, écrit le chef de l'État, qui dans le même temps exhorte le Hezbollah à cesser ses frappes sur l'État hébreu. Merci Léonard en direct de l'Élysée. Bonsoir Grégory Phillips, vous êtes rédacteur en chef international pour LCI. Officiellement, on sait la France n'est pas en guerre, mais elle a des liens historiques très particuliers avec le Liban. Il y a également 700 militaires français dans la finule. Au Liban, ne sommes-nous pas d'une certaine manière déjà en guerre? Alors non, pas encore, mais il y a un soutien très fort qui est affiché ce soir par le président de la République. D'abord avec cette pression qu'il tente d'exercer sur Benyamin Netanyahou. Surtout ne lancez pas une offensive terrestre. On a tous en mémoire la guerre de 2006 où les soldats israéliens avaient occupé tout ou partie du sud Liban. L'autre message est adressé au Hezbollah. Rendez les armes. En vérité, il y a assez peu de chances que ce message soit entendu. Et puis, il y a surtout une démonstration d'amitié au président libanais Joseph Aoun pour lui dire on ne vous oublie pas. On a en mémoire les drames que le Liban a traversés, 2006, l'explosion du port de Beyrouth. Et pourquoi Emmanuel Macron adresse ce message aujourd'hui aux autorités libanaises? Et bien parce que c'est normalement ce jeudi que devait avoir lieu la conférence de Paris sur le Liban et qu'elle a été reportée, évidemment, à cause de la guerre. Pour des raisons évidentes.
Merci beaucoup, Grégory. De l'autre côté de la frontière libanaise, en Israël, les habitants vivent eux aussi dans la peur des roquettes lancées par le Hezbollah. Des dizaines de milliers d'Israéliens avaient dû quitter leur maison pendant plusieurs mois en 2024 pour fuir les bombardements de cette milice soutenue par l'Iran. Cette fois, ils ont l'intention de rester. Regardez le reportage de Florence de Juvigny, Frédéric Mignard et Michael Merle. En route pour la frontière libanaise, dans le nord d'Israël, nous croisons des tanks. L'armée est de retour. Les détonations aussi. Yona reste imperturbable. Elle a déjà été évacuée pendant 1 an. Plus jamais. Il n'y a pas de raison qu'on parte. Les bombardements, on est prêt à les endurer si ça permet de continuer à vivre en paix. À quelques centaines de mètres seulement de la frontière. Ici, on est dans le dernier village israélien avant le Liban. Le Liban se trouve juste de l'autre côté de ce mur de béton. On aperçoit un village libanais complètement rasé. Le Hezbollah a été repoussé 5 km au-delà de cette ligne de béton. Mais la menace est toujours là. Réveil des angoisses. La mairie semble sur le pied de guerre. Sous terre, un quartier général tout neuf pour surveiller d'éventuelles infiltrations. Il y a une unité de sécurité civile. Elle se trouve sur le terrain en permanence, 24 heures sur 24. Ça n'existait pas avant. Des patrouilles menées par des volontaires armés 2 fois plus nombreux qu'avant. Alors, le rabbin a foi en cette guerre. Tout le monde désormais voit la force d'Israël. Chaque jour, on élimine le moindre terroriste qui bouge. C'est inédit. Un conflit gagné d'avance, sans l'ombre d'un doute non plus, pour ce boulanger. Celui qui est intelligent, qu'il vienne acheter une maison à Shlomi. Dans 1 mois, le prix de l'immobilier ici va doubler, parce que ce sera la fin du Hezbollah. Il y aura une frontière sûre avec le Liban, et je pourrai faire du commerce avec eux. Sixième jour de guerre et aucune issue en vue au Moyen-Orient. Et nous en parlons avec Gauthier Ribinski qui est avec nous sur ce plateau. Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, à quelles conditions un déploiement au sol américain aurait-il une utilité? Si on prend l'expérience proche, pas immédiate, mais enfin qui remonte, disons, aux dernières 50 années, les interventions au sol, quelles qu'elles soient, n'ont pas donné grand-chose, notamment celles des Américains, mais même en général. C'est-à-dire que, elle repose sur une idée un peu angélique, selon laquelle l'usage d'une force militaire massive serait de nature, à libérer le ou les peuples en question qui sont sous le joug par exemple ici, de la République des Mollahs, du régime iranien, mais ça pouvait être Saddam Hussein, ça pouvait être autre chose. C'est ça, l'angélisme militaire. 2, l'idée aussi que les soldats
sont à même de régler, alors là les soldats américains sont à même de régler quantité de problèmes, non seulement ceux de la sécurité, là on dira c'est sur leur feuille de route et ça fait partie de leur métier, mais aussi de créer les conditions pour un retour à une vie économique normale, de créer les conditions pour que l'éducation puisse reprendre, pour que les enfants sans discrimination puissent aller à l'école, etc., etc. Et là, vous avez affaire non seulement à des militaires dont la force personnelle physique n'est pas extensible à merci, et surtout qui ne sont pas compétents pour ce genre de choses. Et ça a été le cas en Afghanistan, par exemple. Souvenez-vous de ce que devaient faire justement les soldats américains et de ce que l'administration américaine avait dit, que ça soit sous Trump ou sous Biden. On avait dit, mais il existe des bons talibans, nous avons parlé avec eux, tout va bien se passer. Souvenez-vous de cela. Quelques mois après, donc c'était à l'automne 2021 si je ne m'abuse, on avait dit justement que les petites filles pourraient continuer à aller à l'école. Bien non, et elles n'ont jamais été aussi enfermées, et les femmes également. Donc vous voyez que tout ça repose sur une illusion, et une illusion qui est vite contredite et vite défaite à partir du moment où il n'y a que la présence militaire. Juste sur cette question, une dernière remarque. Vous vous souvenez du général Petraeus, qui était le commandant en chef des forces américaines, et qui avait dit, si on veut faire de la reconstruction de nation building, mais au sens large, bien évidemment qu'il ne faut pas que des soldats. Et donc à partir de là, vous avez un hiatus. D'où le fait d'ailleurs que Trump dit c'est une perte de temps. C'est pas forcément que la question le tracasse sur le plan éthique, mais il dit oui, il reconnaît que ça ne sert à rien, si ce n'est peut-être à pacifier momentanément une situation. Pourquoi pas? Sauf que quand vous ne faites que cela, alors là il faut se souvenir de l'Irak, vous avez quantité de personnalités ou de forces qui ont intérêt à revenir en arrière, qui elles montrent à nouveau le bout du nez. Juste quand même quelque chose d'important, si grâce à une action militaire sur le sol, on peut éviter bien sûr que des opposants soient torturés ou assassinés, comme ça a été le cas en Iran avec les dernières manifestations, et même d'autres. Oui, c'est pas mal déjà, il ne faut pas bouder cette chose-là. Là, pour les objectifs principaux, c'est le démantèlement du régime, réduire les capacités militaires, enfin, ou les détruire complètement. Mais pour quel changement réel? Parce que toute la question du régime qui se pose et la suite du régime. Exactement, et ça découle de ce qu'on vient de dire, c'est que le remplacement d'un régime, si l'on veut qu'il soit vertueux, c'est-à-dire qu'au fond, on évite non seulement d'opprimer le peuple, mais d'avoir un régime comme celui actuel en Iran, qui dit, voilà, mon voisin avec le nucléaire, en l'occurrence Israël, je peux le rayer, ou bien je peux agir de telle ou telle manière en intimidant les autres voisins. C'est là le fond du problème, c'est que les régimes de ce type-là, dictatoriaux, tyranniques, despotiques, sont eux-mêmes fauteurs de troubles. Et que si vous intervenez uniquement pour apaiser momentanément la situation, bien sûr il y a des gens qui échappent à la mort et c'est très bien, mais ensuite ça renaît, ça refleurit ce type de mouvement. Regardez ce qui s'est passé. Surtout quand on connaît les capacités financières notamment du régime. Alors exactement, c'est-à-dire que les caisses sont pleines, au détriment d'ailleurs de ce que vivent les Iraniens, des Iraniens, mais effectivement il y a une capacité à ressurgir. Donc si vous ne vous contentez que de cette présence, regardez l'enfer qu'ont vécu certains soldats américains à Bagdad, avec cette zone verte qui était devenue une espèce d'abri, presque de fortune. Voilà ce qui se passe. Donc ça veut dire que la nécessité d'aller plus loin se fait sentir. Dernier mot, beaucoup vous diront donc que ça n'a jamais fonctionné. Oui, dans les 50 dernières années, c'est vrai. Il y a un précédent où ça a fonctionné. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les occupants ont capturé l'Allemagne pour en faire un pays dans lequel on administre, dans lequel on favorise les écoles et les opposants. Alors on nous dit ça coûte énormément. Oui, c'est vrai. Quand on procède de la sorte, est-ce que ça ne coûte pas aussi beaucoup? C'est à mesurer, c'est à peser dans une balance.
Dans le sud de l'Iran, les grues s'activent pour creuser les tombes qui vont accueillir les dépouilles de plus de 160 fillettes tuées dans le bombardement de leur école samedi. Les funérailles ont lieu aujourd'hui, alors que des milliers de personnes sont venues pleurer leur mort. En quoi ces écolières menaçaient-elles la sécurité des États-Unis? Se demande ce porte-parole iranien. Cette guerre est fondée sur des mensonges, ajoute-t-il. Pendant ce temps, les frappes se poursuivent sur le pays. Des édifices résidentiels, des hôpitaux et des sites historiques sont la cible d'attaques. Le site nucléaire de Natanz a aussi été endommagé par des tirs. Et ce n'est pas près de se terminer. Nous n'arrêterons pas nos attaques, prévient ce porte-parole militaire. Nous allons anéantir le régime iranien. Les gardiens de la révolution jurent vengeance. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant les ennemis de l'Iran, dit ce porte-parole. Ils doivent s'attendre à des attaques punitives en continu. Les sirènes d'alerte retentissent d'ailleurs sur Israël, où des missiles iraniens ont causé des dommages importants et fait plusieurs blessés. Des frappes iraniennes ont aussi visé des installations pétrolières aux Émirats arabes unis, de même que l'ambassade américaine en Arabie saoudite. L'Irak a de son côté intercepté des tirs en direction de l'aéroport d'Erbil. Pendant ce temps, les Iraniens qui le peuvent fuient le pays, notamment par la frontière avec la Turquie. Les gens sont paniqués et terrorisés, dit cet homme, et cela empire de jour en jour. Cette guerre qui menace de s'étendre à toutes les régions ne semble en effet pas près de connaître son dénouement. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.